Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2008-2009. Je me suis réservé cet invité pour ma dernière émission de la saison, même s'il y en est à sa troisième apparition. Beaucoup de choses ont été dites lors de ces des deux derniers enregistrements. Mais j'ai trouvé qu'il reste encore beaucoup de choses à dire, parce que si on fait le tour de sa carrière, il faudra faire 5 heures d'émission. Mais j'ai décidé d'en rajouter une autre demi-heure parce qu'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas parlé qui sont vraiment très importantes. Alors, avec grand plaisir, je reçois pour une troisième fois cette saison l'ex-industriel de la Sarre, M. Michel Perron. Monsieur Perron, bonsoir. Bonjour, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que je regardais les deux premières émissions puis je me disais, mais il y a des choses qu'on n'a pas parlé. Parler à un industriel comme vous qui a fait autant de choses dans sa vie et ce n'est pas fini en plus de ça. Et puis, j'ai dit, non, il faut en faire une troisième. Alors, j'ai invité M. Perron et c'est avec grand plaisir qu'il a accepté. Et c'est réciproque, M. Perron aussi, parce que ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Mais c'est un privilège pour moi de me retrouver ici aujourd'hui, puis de faire cette émission avec vous, qui est regardée par les gens de l'Abitibi. Exactement. Fait que, je vous remercie d'avoir accepté, M. Perron. M. Perron, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va essayer de faire des réponses quand même assez courtes, même si des fois c'est difficile, parce qu'on a beaucoup de questions encore à vous poser. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui avec tout ce que vous avez accompli? Puis est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez que si c'était à recommencer, vous ne referiez pas? C'est une très bonne question, M. Lacasse. Puis dans la vie, il faut jamais trop regretter ce qu'on a pris la décision de faire. Faut apprendre de ses erreurs, c'est sûr. C'est sûr. Mais des fois que les erreurs qu'on fait sont dues à des conjonctures et des conjonctures économiques ou d'autres choses. Alors, moi, je n'ai pas de regrets dans ce que j'ai fait. La seule chose, c'est que lorsque ma maladie s'est pointée, j'ai dû vendre les entreprises d'Orbec-Perron avec mes frères. Et puis, en rétrospective, quand on revient à la santé, je n'étais pas supposé revenir à la santé, qu'on revient, mais j'ai des regrets un peu, parce que il y a des choses qui se passent quand on a créé une entreprise, on a une vision différente de ceux qui la continuent. Et ce qui me désole un peu, c'est que je vois l'usine de sciage de la Sarre qui a été débâtie il y a, un an et demi. Un an et demi environ. Et puis un an et demi à peu près. Puis c'était une excellente série. Et puis... vous avez eu un pincement au cœur? Oui, j'ai eu un pincement au cœur aussi. Puis, alors, on a aussi également, en cours de route, fermé l'usine de sciage à Amos, qui est une très bonne usine aussi. Alors, c'est pas des choses que moi, j'aurais fait. Surtout l'usine de la Sarre, parce que ça a été la première usine de sciage, ou la deuxième qu'on a construite. Puis, elle est alimentée, dans mon temps, 60% par l'Ontario, puis 40% par le Québec. On l'a fermé sous prétexte qu'il y avait pas assez de matières premières, mais on aurait pu en acheter 80% ou 90% dans l'Ontario. Okay. Puis il en reste plus rien que 10% à venir du Québec. Comment je croirais qu'on n'aurait pas des On aurait pu la fournir. On aurait pu la fournir aisément. Exactement. Puis il y avait de l'excellente main-d'œuvre dans ces deux usines-là. Main-d'œuvre rodée, il y avait des coûts de production, mais c'était une question politique. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses que, oui, c'est-à-dire quelques regrets, sauf que c'était indépendamment de vous. Oui, je suis sorti de là, puis c'était le contexte, que ce soit économique, le contexte de la santé également. Alors, tout ça mis ensemble, les regrets ne sont pas... disons, les joies sont beaucoup plus fortes que les regrets. Oui. Ça me fait de la peine, mais il faut se reconsoler rapidement. Monsieur Perron, là, on va parler de votre épouse, Lise. Parce qu'on en a juste effleuré un peu le sujet. J'ai quelques questions à vous poser, moi, sur cette femme que je dis merveilleuse, même si je ne la connais pas, mais je suis certain que c'est une femme merveilleuse. Comment votre femme Lise pouvait-elle associer son rôle de femme, d'homme d'affaires, avec celui de mère au foyer? C'est deux choses complètement distinctes. Bien, j'ai été chanceux.
j'ai eu la chance de marier une femme, une fille, qui provenait d'une grande famille. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est grâce à sa sœur qui demeurait à la Sarre, Liliane Perrault-Mercier, qui est décédée la semaine dernière. Exactement. C'est elle qui m'avait présenté sa sœur. Et puis à ce moment-là, il demeurait à Malartic, mais après, entre-temps, ils sont déménagés à Chibougamau. OK. Et comme question de fait, j'ai été le premier mariage à Chibougamau. Qu'on a parlé un peu lors de la dernière émission. Mais associer son rôle à celui de femme d'homme d'affaires avec mère au foyer, c'était facile pour elle? Ben, je crois que oui. Il faudrait lui poser la question. Oui, exactement, oui. Mais, il faudrait faire une émission avec elle. Ben oui, certainement. Elle serait prête. Maintenant, disons qu'ensemble, nous avons partagé la vie. Elle s'est plus occupée du foyer intérieur. Et puis ça, c'était déjà beaucoup parce qu'on a eu 8 enfants. C'est ça, exactement. 8 enfants, c'est passablement de travail oui. À prendre soin, à amener à bon port. Et c'était une entente que j'avais faite avec elle. Occupe-toi des enfants, tu es plus habile que moi dans ce domaine-là. Puis moi, je vais essayer de travailler. Des affaires à ce moment-là. Je vais m'occuper des affaires, puis je vais essayer d'amener le pain quotidien à la maison. Monsieur Perron, est-ce que sans votre femme Lise, votre carrière aurait été la même qu'elle a été? Elle n'aurait pas été la même parce que lorsque j'ai eu mes difficultés de boisson, j'ai eu mes problèmes, elle a joué un rôle très important dans ma décision d'aller suivre une thérapie puis décider de me reprendre en main parce que sans elle et ses prières puis tout ça, je n'aurais probablement pas passer au travail. Exactement. Parce que on dit que ce sont souvent des femmes qui travaillent dans l'ombre. Oui, et puis plus souvent qu'autrement, c'est l'homme qui récolte les honneurs, mais la femme est souvent dans l'ombre. Oui, définitivement. Dans mon cas, et on dit que derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Voilà, alors, moi, j'ai une grande femme, alors ça m'a aidé. Vous en avez glissé un mot. Je vais revenir sur ça, M. Perron, si vous me permettez, parce qu'on sait que vous avez connu des troubles d'alcool et vous en parlez très ouvertement, oui. Et je vous en félicite, M. Perron, également. On dit que bien souvent, les femmes délaissent leur mari ou partent tout simplement lorsque le mari est rendu un alcoolique. Elle vous a toujours appuyé, même ce n'était pas toujours facile, j'en suis persuadé, mais comme vous l'avez dit tantôt, elle a toujours été près de vous, elle vous a toujours appuyé. Oui. Sans doute qu'il y a dû avoir des journées où elle aurait peut-être préféré s'en aller, mais comme c'était une femme de principe, une femme pieuse, elle n'a jamais lâché. Elle a toujours persévéré. Et c'est comme ça qu'on a passé au travers, puis que j'ai vu la lumière. Elle a été votre support physique et moral. Oui, elle était mon support physique et moral. Et puis, la thérapie que j'ai suivie m'a fait découvrir moi-même, m'a fait découvrir mes erreurs. Mm-hmm. Puis je lui en remercie beaucoup. Monsieur Perron, si vous me permettez, je vais prendre juste quelques secondes. Je vais m'adresser à votre épouse par le biais de la caméra qui est là. Alors, Madame Perron, moi, je vous dis bravo. Même si je ne vous connais pas, je vous aime et je vous admire pour plusieurs raisons, Madame. Merci d'avoir aidé votre mari, Monsieur Perron. Là, M. Perron, on va faire du coq à l'âne. Là, on va aller un peu partout, à gauche, à droite, dans votre vie. Puis, je pense que vous allez me voir venir un petit peu. On va parler de la taverne chez Méthode. Vous avez une bonne fois, vous êtes arrivé là, puis vous avez commandé 100 drafts. Aïe, aïe, expliquez-nous ça. J'avais peut-être 14 ans. J'étais un peu plus grand que mes copains. Ça prenait 16 ans ou 18 ans pour aller à la taverne, puis on n'était pas d'âge personne. Est-ce qu'il faut dire que cette taverne-là était en face du Forum de Montréal? Non, elle était près du Mont-Saint-Louis. Ah, OK, c'est beau. Le collège où j'étais pensionnaire. Et puis, à ce moment-là, on faisait du sport, du hockey. Et puis, après le hockey, des fois, on était une quinzaine de jeunes ensemble. Et on allait à la taverne. On n'avait pas le droit parce qu'on était pensionnaires au collège. Mais il fallait aller jouer en dehors du collège. Et puis, quand on revenait, on arrêtait rapidement chez Méthode, prendre un verre de bière chaque.
Une petite draft, comme on dit. Une petite draft. Et puis, alors, un bon jour, on a décidé de faire un excès. On a dit, il y en a rien qu'un qui va rentrer. On était à une quinzaine, je pense. Alors, on va prendre 5-6 bières de verre chaque. Alors, ça coûtait 10 cents du verre. Alors, moi, je te propose de faire une quête. Puis là, ben, j'avais une dizaine de pièces dans la main. Alors, c'est moi comme j'étais dans les plus grands, qui décide de rentrer. Alors, je m'installe à la table, puis je dis au waiter, je veux avoir 100 verres de bière. Ouais, mais allez-vous tous prendre ça? Il dit, non, j'ai dit pas de vos affaires, j'en veux 100. J'en veux 100 devant moi. Le gars m'avait emmené les 100 verres de bière, mais il se grattait en tête. Il me trouvait peut-être jeune. Et bien, à un moment donné, les 14 autres garçons sont rentrés, puis ils sont assis autour de la table. Alors, le gars a compris. OK. Monsieur Perron, on va s'absenter le temps d'une courte pause et on va revenir avec d'autres questions. Ouais. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, on revient avec M. Michel Perron, ex-industriel de la SAR. M. Perron, si on se reporte en avril 1994, c'est votre expédition au pôle Nord, mais quand on regarde la date et l'année, c'est 1 an après votre greffe. Alors, 1 an après, vous êtes parti pour aller en expédition. C'est... Je sais que votre femme n'était pas trop d'accord. Ouais, on en avait parlé un petit peu le oui. jour. Naturellement, lorsque j'ai pris la décision d'aller au pôle Nord, je me suis entraîné beaucoup. Parce qu'il fallait que je sois entraîné puis en forme. J'avais été affaibli par la maladie. Et puis, donc, je faisais ça presque à plein temps, 5-6 heures par jour. Je passais des semaines au Mont-Saint-Anne l'hiver, à m'entraîner en ski de fond, puis à maîtriser le ski de fond comme il faut aussi. Et puis, j'avais justement des amis qui venaient s'entraîner avec moi. Pierre Harvey, entre autres, l'ancien champion olympique canadien. D'ailleurs, son fils vient dans les derniers Jeux olympiques, Alex, il vient dans les honneurs. Alors, ils m'ont beaucoup aidé, me donner avec des conseils. Mais vous n'avez pas eu peur, non? J'avais toujours une certaine crainte. Parce qu'un an après une greffe de rein. C'est ça. Mais sur le plan santé, j'étais bienvenu. Sur le plan physique, j'étais pas complet, mais je faisais vérifier par notre guide, Richard Weber. Il venait de temps en temps me rendre visite à l'entraînement. Puis, lui trouvait que j'étais correct. Que vous étiez alors ça en forme pour faire l'expédition. Il croyait, lui, en me voyant faire, puis ce que je faisais, puis je transportais des packs-sacs sur mon dos de marchandises pour m'entraîner, puis tout ça. Puis... Monsieur Perron, on va passer à un jour triste, qui est le 15 février 1974. Vous avez perdu un de vos grands amis. D'ailleurs, vous en avez perdu plusieurs de vos grands amis. Oui. Mais celui-là, je pense que c'était un de vos plus grands amis. Que représentait pour vous M. René Lavoie? Bien, René, c'est un homme que j'avais connu avant qu'il vienne travailler à la SAR avec le groupe Dormic. C'est moi qui l'avais convoqué pour des rencontres, des entrevues. Et c'est un homme qui était très dévoué, très attentif, connaissant dans l'industrie forestière. Il avait travaillé pour Paradis et Fils plusieurs années. Alors, je voyais dans cet homme-là un homme de valeur, un homme de potentiel, puis un homme aussi qui communiquait bien. Alors, c'est pour ça que dans notre entreprise, on s'est rendu vite compte de ça. Alors, on avait un magazine, nous, les entreprises Perron, qui publiait un magazine 2 fois par année sur les activités des employés, puis tout ça. Et puis, un livre avec tous les organigrammes, la liste des employés, leur seniorité. Alors, un beau magazine couvert en couleur. Puis, c'est René qui avait pris charge de ça. Okay. Puis, il faisait très bien ça. C'est lui qui était le rédacteur en chef. Fait que c'était un jour triste. Oui, un jour très triste. Il était dans le bout de Barraud, je crois, puis moi, je faisais du ski au Mont-Vidéo. Okay. Puis, à un moment donné, en fin d'après-midi, l'accident que lui a eu, c'était avec un instructeur de ski que je connaissais, puis qui était au Mont-Vidéo.
Alors, en fin d'après-midi, moi, je suis parti pour la salle, puis j'ai vu partir l'instructeur qui demeurait à Sainte-Terre, partir sur la route, puis c'est avec lui que René s'est fait frapper. S'est fait frapper. Alors, ça a été pour moi encore c'est un choc. Plus douloureux, puis je connaissais sa femme, ses enfants, puis ça a été très triste. Monsieur Perron, quand on regarde votre livre, il y a plusieurs photos dans votre livre, mais il y en a plusieurs aussi avec des grandes légendes du sport en particulier. On n'a qu'à nommer Bobby Orr, le fameux défenseur des Bruins de Boston, Ted Williams, qui est un joueur de baseball extraordinaire, Maurice Richard, qui ne connaît pas Maurice Richard, Gordie Howe, le fameux célèbre Gordie Howe, numéro 9 des Red Wings de Détroit. Pour vous, c'était quoi? Un honneur aussi de vous faire poser avec des légendes comme ça? Ben oui, disons que c'était un honneur et un privilège, mais j'avais des amis qui aimaient la pêche, puis généralement, les grands athlètes aiment beaucoup la pêche. Entre autres, Maurice Richard aimait beaucoup la pêche, et puis, alors, il avait su par des gens que j'avais un camp de pêche, puis que j'aimais ça moi aussi. Alors, des fois que les sports ou le goût des gens, ça nous regroupe. Ça regroupe. Ted Williams, c'était un excellent pêcheur à la mouche, et puis alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tout un joueur de baseball. Et tout un joueur de baseball. Oui, Bobby Orr, c'était la même chose aussi. Bobby Orr, c'est un grand pêcheur, puis un gars qui aimait bien la nature. Comment est-ce que ces personnes-là sont venues chez vous? Ben c'est par l'entremise des amis. Ah, OK. Souvent, les gens vont me dire, même j'aurais pu en inviter beaucoup plus que ça, mais souvent, les gens me disent, entre autres, Serge Chavard, un de mes amis, connaissait plusieurs joueurs de hockey. Les gens savaient que Serge me connaissait. Ça se parle d'un à l'autre. C'est sûr. Ils disaient, on aimerait ça, aller pêcher avec toi dans Abitibi. Il paraît que t'es un chum, t'es un camp de pêche. Alors, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça vient. Mais j'ai rencontré aussi des politiciens, des premiers ministres de l'Ontario, du Québec, des ministres des Ressources naturelles. J'ai eu la chance de fréquenter des gens très intéressants. Moi, je vais en revenir à votre expédition au pôle Nord, Monsieur Perron. On parlait du consentement de votre épouse Lise. Ça n'a pas été facile d'avoir son consentement parce qu'elle craignait, après 1 an seulement. Oui, il y avait un certain risque, un certain danger de rejet. Les gens greffés, avant quelques années, ont souvent le risque d'avoir un rejet. Quand on est près des hôpitaux, parce que l'organe qu'on a reçu peut toujours être rejeté par le système. C'est un phénomène naturel. Naturel. Et puis, mais étant donné que j'allais loin, il y avait un médecin. Il y avait un médecin dans notre groupe, un guide russe qui était un médecin. Il était venu à Montréal rencontrer mes médecins. Okay. Puis on avait moi j'avais un kit de tous les médicaments qu'il fallait au cas où un rejet se produise. OK. Donc, c'était tout bien planifié. C'était planifié, mais il y avait des risques. Il y avait quelques risques. Il y avait des risques, et puis je ne sais pas si aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans de ça, je sais pas si aujourd'hui je le referais. Ça serait peur à des y risques. penser. Vous avez rencontré également Bernard Voyer lors de cette expédition. En cours de route, qui, oui. Soit dit en passant, j'avais déjà ici M. Voyer en entrevue. Un homme formidable. Oui, un très bon communicateur, un bon athlète. Oui. Et puis, ça m'a fait rencontrer aussi, naturellement, les expéditions nous font rencontrer du monde des expéditions. Oui. Alors, j'ai connu, quand il y a quelqu'un qui vient à Montréal, quelqu'un d'un pays, souvent on m'appelle, puis on me dit un tel est ici, on veut le recevoir à dîner, la Chambre de commerce de Montréal ou quelque chose, on m'invite. Puis, Et très vitement, M. Perron, pour en finir avec cette expédition du pôle Nord-là, il y avait quand même un but à cette expédition-là. Oui. Il y avait un but. Le but premier, moi, c'était de me prouver à moi-même que j'étais revenu en bonne santé. Okay. Alors, j'ai fait plus que j'aurais jamais été capable de faire avant d'être malade. Alors, avant d'être malade, on m'aurait demandé d'aller au pôle Nord. Pas de chien en ski de fond. J'aurais dit non.
En avion, en hélicoptère, j'aurais dit oui. Oui, c'est ça. Mais là faire un voyage à pied comme ça, en ski de fond, c'est comme à pied. Oui. Traîner nos bagages, tout ce qu'il faut. Pas de chien, pas d'aide. Alors, c'était plus difficile. Il fallait être en forme. Oui, exactement. Puis, après avoir été malade, on a plus le goût de se remettre en forme. De vivre, autrement dit. Oui, puis de se conditionner. Monsieur Perron, vous avez atteint les deux pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Pour un greffé, c'est vraiment extraordinaire. Bien, certainement que c'est peut-être un privilège que j'ai eu. C'est des voyages aussi qui sont dispendieux. Par contre, j'ai eu la chance d'être capable de les faire, mais je suis le seul greffé à avoir fait autant d'expéditions. Puis on peut rajouter à ça aussi, M. Perron, le Groenland, le Mont Everest. Oui. Ce sont tous des voyages. Des défis que j'ai rencontrés. Le Everest, j'ai pas fait le sommet. J'ai fait le camp de base. Mais déjà, c'est fantastique. À 66 ans, pour moi, c'était assez haulant, comme on dit. Oui. Puis, pour l'expédition au pôle Nord, il y avait aussi un autre but, c'était de vous prouver que vous étiez capable de le faire, mais il y avait aussi des fonds pour la Fondation canadienne du Rhin, qui est excessivement importante. Oui, en même temps aussi, j'en ai profité pour ramasser des fonds. Puis ça continue. Ça fait 15 ans, puis 15 ans. Puis je préside la campagne corporative de la Fondation du Rhin. J'étais encore très impliqué. Puis également aussi avec la Fondation Jean Lapointe, qui s'occupe des drogues et des toxicomanies. Exactement. Alors, je suis privilégié de pouvoir faire ça. Monsieur Perron, parce que le temps passe tellement vite. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de votre bijou, de votre bébé, si vous voulez, le Gardeur. Bien, le Gardeur, c'est la continuation de mes rêves, de mon amour pour la nature et la pêche, la chasse. J'ai toujours aimé à chasser, à me bâtir un camp dans des endroits éloignés où personne pouvait venir. Et puis, alors, dans ma vie, j'en ai bâti des camps dans l'Ontario, au Québec, puis un peu partout dans la province. Alors, au Lagardeur, un jour, j'ai dit, après que ma sobriété a commencé, je voulais plus retourner à l'île Mukmuk parce que j'avais trop de souvenirs de boissons. Il y avait des souvenirs que vous vouliez oublier. Que vous vouliez oublier. Alors, je m'étais construit ce camp-là dans environ 200 000 au nord de la Sarre. Étant pilote moi-même, j'avais survolé des endroits, pêché bien. Alors, je voulais me trouver un lac qui rencontrerait les critères que j'aimais. Avoir une belle plage pour être capable d'accoster l'avion. En tout temps de l'année, quand l'eau est basse et haute, avoir un beau paysage, avoir un lac où il y a du poisson, pas être nombreux. Et ça existe encore aujourd'hui, là? Ça existe, mais c'est loin. Alors, il faut faire 200 000 d'avion, parce qu'il n'y a pas de route pour aller là. Et c'est ce qui rend l'endroit un peu spécial, c'est que c'est pas facile d'accès. Il faut que tout le matériel soit entré en avion. Mais j'aime encore ça. Je suis très heureux, puis ça me rend très heureux d'aller là avec mes petits-enfants, mes enfants. Et votre famille complète. Mon épouse aussi. Puis... Monsieur Perron, le temps passe très vite, mais j'aimerais que l'on parle de ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas à votre retraite? Malgré un âge de vénérable, mais vous n'êtes pas à votre retraite encore. Je m'occupe de 2 fondations. J'ai encore... j'aide à mes fils qui ont des entreprises. Et puis également, j'ai des conseils d'administration encore, moins qu'avant, j'en ai encore quelques-uns. Et puis, depuis 7-8 ans, j'ai diminué mes activités parce que j'avais été impliqué par ma greffe. Je m'ennuyais, puis j'avais décidé de retourner au travail et j'avais fondé une compagnie avec 2 de mes fils, Claude et Henri, dans la foresterie pour remettre en marche des usines de foresterie qui était fermée. Ça, c'était en 1994. Alors, après mon voyage au pôle Nord, là, je m'étais prouvé que j'étais revenu à donc, je peux travailler, je peux continuer. Alors là, pendant 7 ans, je me suis occupé de ça. Et j'ai créé 1800 emplois dans les 4 usines que j'ai. C'est important. J'ai remis 3 usines en marche.
J'en ai construit une neuve, une grosse scierie sur la Côte-Nord. Et puis, alors, ça m'a donné beaucoup de satisfaction à être capable de remettre du monde au travail, des gens qui étaient sur le bien-être, puis il n'y a pas de travail. Alors, leur donner leur dignité de pouvoir travailler. Oui, puis, ce qui était important. Et malheureusement, moi, quand j'ai vu que les conditions de marché se détérioraient dans la pâte pour commencer, puis dans le papier, bien, j'avais pas les moyens pour perdre l'argent trop longtemps. Là, j'ai décidé de la vendre. Et j'ai vendu le contrôle de l'entreprise. J'étais actionnaire dedans à venir jusqu'à il y a 2 ans. Mais j'ai vendu le contrôle à la famille Saputo. Alors, c'est eux qui avaient acheté ça. Mais ça a employé 1800 personnes pendant plusieurs années. Là, aujourd'hui, c'est comme l'Abitibi ou le reste du Canada ou du pays. C'est que ça fonctionne de façon très, très ralentie. Puis... Peut-être, M. Perron, peut-être 1 minute. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse crise forestière que l'on vit depuis quelques années, même au moins depuis 12 à 18 mois? Ouais, c'est une crise qui est très difficile. C'est tous les produits. Il y a eu des périodes où, comme en 91, 92, on avait une crise où la construction était affectée, mais le papier, le journal n'était pas affecté. Aujourd'hui, on dirait que tout est affecté dans les produits forestiers. C'est catastrophique. Puis, parce que il y avait un certain temps un secteur qui était en difficulté, mais maintenant c'est toute l'industrie. C'est ça. Toute l'industrie. Souvent on voyait ça des fois, le papier fonctionnait ou le papier avait des ralentis. Voilà. Puis dans le boîtillage, dans les panneaux, ça fonctionnait. Exactement. Mais on dit, un pouvait combler l'autre. Oui, mais cette fois-ci, tout arrive ensemble. Puis ça sera pas facile à remettre sur le rail. En 10 secondes, M. Perron, combien de temps prévoyez-vous que cette crise-là pourrait se terminer? Bien, j'ai bonne confiance qu'avec toutes les mesures on a vu la réunion du G20 hier. Exactement, alors, et puis, il y a une volonté mondiale là, de remettre l'économie en marche. Les Américains ont mis beaucoup, et les Canadiens aussi, mais les Américains surtout, des budgets, ils veulent remettre les États-Unis au travail, aider la construction, l'habitation. Alors, M. Obama, le président américain, a promis, quand il a été élu, qu'il créerait 4 millions d'emplois, mais il faut que... C'est le temps, là. Si on veut créer autant d'emplois que ça, il faut clouer des clous. Exactement. Il faut construire des maisons. Je crois bien que d'ici la fin de l'année, on va commencer à sentir une petite reprise. Ça va partir sur le bon bord. Monsieur Perron, merci infiniment de vous être présenté pour 3 émissions à nos studios. Ce fut très agréable. Puis, on vous connaît encore beaucoup plus avec ces 3 émissions-là. Alors, Monsieur Perron, moi, je vous souhaite la santé, longue vie à vous, puis restez avec nous le plus longtemps possible. Merci beaucoup, M. Lacasse, de m'avoir interviewé de façon aussi facile et gentille. Alors, c'est avec vous, tout est facile. Oh mon Dieu! Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir donné la chance de m'exprimer devant les gens de l'Abitibi, que j'aime profondément, la région, les gens. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait bien plaisir, M. Perron. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là durant toute la saison 2008-2009. Merci de votre fidélité. Passez un bel été et surtout, soyez excessivement prudents. Au revoir.